C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Donc on passe ensuite, donc ça c'était la partie notification. La partie ESS, à proprement parler, commence par ce qu'on appelle le document d'exigence. Le document d'exigence, par rapport à la V1, je le dis un petit peu comme ça, on provoque, vous oubliez tout ce qu'on s'est dit sur la V1 parce que on a changé plein de choses. Déjà, en vrai, la V1, on l'a jamais vraiment jouée parce qu'on s'est rendu compte assez vite que la théorie n'était pas forcément hyper pragmatique. Donc on a très vite fait un petit peu différemment. Donc la V2 bouleverse quand même pas mal de choses. Et là, par contre, je veux bien aussi, petit point d'attention, parce que c'est, je pense, le document le plus essentiel de la procédure. Je continue, du coup, donc ça c'est la partie, et alors du coup je vous avais montré, vous le voyez là quand je vous le partage, ce document? Oui, on le voit. Ah d'accord, ok. Donc ça c'était donc la première partie, donc sur les exigences du changement. Et ensuite, donc, on aborde la question des exigences de sécurité. Donc ça, c'est complètement nouveau aussi. Donc sur la première partie, ce qui était nouveau, c'était ce petit paragraphe en plus périmètre. Ça répond en même temps aux questions de Max. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou pas? Ben, je l'ai identifié ce qui était nouveau. Donc ça, c'est un petit paragraphe en plus qui a pour but de vous aider et aider à la coordination. Là, les exigences de sécurité, c'est vraiment totalement nouveau. C'est totalement nouveau. C'est en fait, alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas, enfin moi personnellement, mais je pense que globalement on n'avait pas compris en fait ce que demandait la réglementation, parce que dès le départ, dès la V1, on nous parlait d'exigences de sécurité. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, Carole, mais on comprenait pas trop ce qui était attendu. Et en fait, avec la mise en œuvre de la V1, on s'est rendu compte de l'intérêt de ces exigences de sécurité. Quand il faut faire la démonstration qu'on a la confiance que tout va bien se passer, nous, ce qu'on avait fait dans la V1, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit on va apporter la preuve que toutes les exigences du changement sont satisfaites. Ben, sauf qu'il y a un certain nombre d'exigences du changement, ben, on ne peut pas vérifier avant, il n'y a que le jour J qu'on peut dire bah oui, ça a marché, quoi. Voilà. On peut faire des tests, on peut avoir la confiance suffisante, mais la preuve effective que ça fonctionne, ben, c'est très souvent que le jour J qu'on peut obtenir cette preuve. Et donc tout l'intérêt de ces exigences de sécurité, c'est bien justement de faire le distinguo entre ce qui peut être vérifié en amont du changement et ce qui doit être vérifié en amont du changement pour avoir justement la confiance suffisante que tout va bien se passer, des exigences du changement lui-même qui, de toute façon, devront être évidemment vérifiées le jour J pour voir que tout fonctionne bien. Donc on regroupe dans ces exigences, c'est très dur à dire, toutes les exigences de vérification, de réception, de validation, de démonstration. Globalement, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut mettre comme preuve qu'on maîtrise le changement. Donc, le fait qu'on ait mis à jour des consignes opérationnelles, le fait qu'on ait formé nos agents avant, le fait qu'on ait vérifié chaque fois qu'il y avait un outil qui était impacté, qu'on l'a bien paramétré en amont, je pense à Expert par exemple, ou à des GMAO, des choses comme ça, que toute la satisfaction des exigences fonctionnelles et des performances ont été validées autant que possible, et donc notamment via des tests, on doit le mettre et on doit le faire dans le cadre de ces exigences. Donc ça ressemble à quoi, ce paragraphe-là? C'est écrit et c'est détaillé ici, je vous inviterai à le lire à tête reposée. Et donc ça dit qu'on prend chacune des exigences du changement, les exigences du changement de la cible, et on met en face au moins une exigence de sécurité. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, cette exigence-là, on va le vérifier avant changement en faisant telle et telle chose. Voilà. Soit parce qu'on aura fait des tests, soit parce qu'on aura formé nos agents, soit encore une fois parce qu'on aura mis la doc à jour. Et donc on aura un tableau comme ça qui nous permettra de dire cette exigence-là, elle sera satisfaite lorsqu'on aura mis en œuvre et on aura vérifié que ces exigences de sécurité sont bien satisfaites. Exemple, j'ai mis à jour le MANEX. Les MCA sont formés, j'ai fait des tests et j'ai un cahier de recettes qui va bien. J'ai fait une recette en intégration ou alors je fais une phase test. C'est-à-dire que je mets en place un site pilote, je mets en place des choses comme ça, tout ce qui me permet d'obtenir des garanties avant le changement. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est le tableau de traçabilité. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Aujourd'hui,
par exemple, on avait une exigence de fonctionnalité, changement de niveau de service. Je prends celui-là. On passe d'un niveau N1 à un niveau N3. L'exigence, c'est le service N3 est rendu sur l'aéroport. Bon, bah, concrètement, si on s'en tient juste à ça, bah, on peut rien vérifier. Enfin, on aura la preuve effective que le service il est effectivement rendu au niveau N3 le jour J, en fait. Par contre, en amont, on aura pu vérifier qu'on a bien installé tous les capteurs, qu'on a bien vérifié qu'on récupérait toutes les données sur Expert, qu'on a bien formé tous nos prévis à ce changement, qu'on a bien formé tout le monde, que l'AIP est à jour, que blablabla, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc l'intérêt là, c'est de bien identifier ce qui peut être vérifié avant changement et ce qui relève de l'exigence du changement lui-même, de l'aspect de changement lui-même. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que ça, c'est vraiment la grosse nouveauté qui a, encore une fois, vocation à définitivement tuer tous les états d'âme qu'on a pu avoir pendant un an sur justement, ah bah oui, mais ça, je peux pas vérifier avant, ah bah oui, mais je fais comment parce que j'ai aucun moyen de vérifier avant. Donc voilà. Alors, la vérification des méta. Alors, mettre à la question de vous êtes là? Vous m'entendez? Ouais. Ah oui, je vous ai tous perdu là. Mettre à jour le Manex avant changement. Alors, ce qui doit être fait en termes de documentation, la mise à jour des documentations, c'est tout ce qui est opérationnel. Les consignes opérationnelles doivent être mises à jour avant le changement. Et il faut que les prévis, les agents, aient eu la formation et l'information de ces consignes. Pourquoi? Parce que ça va me donner la confiance. Je vais me dire, bon, bah ok, le jour J, ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que sur leur poste de travail, ils ont la bonne consigne, ils ont la bonne procédure et ils ont été formés pour. Voilà. Par contre, la mise en œuvre de la convention ou en tout cas la régularisation, par exemple dans la convention, ça peut, voilà, alors faut pas que ça ait lieu 3 ans plus tard, mais ça peut ne pas être fait avant le changement lui-même. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exigences de sécurité? Vous m'inquiétez à ne pas poser de questions. On va dérouler, on va voir pour la suite. Et les exigences de transition, c'est ce que je vous disais, c'est tout ce qui est globalement la communication, sécurité, sûreté, pour que ça se passe bien le jour J en fait. À retenir, c'est qu'un document d'exigence, c'est un document vivant. Il peut, voire il doit y avoir plusieurs versions. Pourquoi? Parce que vous allez interagir avec vos MOE, avec vos usagers externes et qui vont avoir des exigences complémentaires. Ou alors ils vont pas comprendre l'exigence, justement. Ils vont dire, ça, je comprends pas ou je vois pas ce que tu veux. Donc c'est quelque chose qui doit vivre. Je vous encourage à itérer entre vous et avec vos usagers pour enrichir ce document. C'est un document qui est signé par la MOA. Et juste un petit truc, c'est qu'on a modifié le Canva type aussi. Le sujet, je veux un sujet et respecter, je vous demanderai de respecter le Canva aussi. Le libellé, attention, une exigence, c'est toujours au présent, c'est ce qu'on doit faire. Donc c'est du présent, c'est pas ce que ça fera, c'est ce que ça doit faire. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait cette histoire de groupe 1, groupe 2, donc on laisse tomber. Là, on identifie juste qui est en charge de la mise en œuvre, donc tant côté MOA que MOE. Et puis là, par contre, on garde la source et le degré, si c'est réglementaire, si c'est obligatoire ou pas. Donc, je vous encourage à le lire et à le relire, ce document. Il faut vous en imprégner. Comme avec la procédure V1, quand les premiers auront fait la trace, on en fera la pub pour que vous puissiez vous en inspirer, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On enverra largement tout ça. Et puis voilà. En fait, par rapport à la V1, il n'y a pas tant de choses qui changent. La V1, c'était une liste d'un tas d'exigences. Là, ces exigences-là, on les a mises en 3 catégories. On a mis d'un côté les exigences du changement à proprement parler, et on a mis à côté toutes les exigences qui permettent d'avoir, encore une fois, la garantie que ça va bien se passer, tout ce qui va nous permettre de faire la démonstration à nous, à la DSAC et aux usagers, qu'on a confiance que ça va bien se passer. Voilà. Et puis la dernière, c'est les transitions, c'est encore une fois le jour du changement. Mais globalement, on va retrouver la même chose que dans un document d'exigence selon la procédure V1.
C'est juste qu'on les a réagencés, on a fait 3 paquets là où on avait un seul paquet. Voilà. À la rigueur, si vous voulez retenir qu'une chose, c'est ça. On n'a rien inventé dans le fond. On a quasiment toutes les mêmes exigences, enfin, ou on a les mêmes exigences. Par contre, elles sont regroupées selon ces trois caractéristiques.